Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la modélisation de la propagation de maladies. C'est un petit peu d'actualité en ce moment, puisqu'on est tous confinés chez nous à cause de l'épidémie de Covid-19. Alors, je précise que le modèle qu'on va regarder est un modèle simple pour lequel on peut trouver des solutions relativement simplement avec des équations différentielles, mais ne modélise pas forcément le cas spécifique de l'épidémie de Covid-19. C'est ce qu'on appelle le modèle SIS. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle SIS? Il s'appelle SIS parce que le premier S correspond à un réservoir de susceptibles, I est un réservoir d'infectés, et le dernier S, c'est de nouveau un réservoir susceptible. C'est juste pour dire que en fait, ça modélise une situation où on peut être infecté par une maladie, mais on n'a pas d'immunité acquise. Ça veut dire qu'en fait, on peut tomber malade, ensuite guérir et revenir dans le réservoir de susceptibles, puis retomber malade à une date ultérieure. Donc c'est quelque chose qui modélise typiquement des maladies qui reviennent chaque année, ou des maladies saisonnières comme le rhume commun ou encore la grippe. Donc en fait, dans cette situation, on a un réservoir de personnes susceptibles, donc on va noter grand S, donc grand S c'est la population des gens susceptibles, donc susceptibles d'attraper la maladie, et grand I c'est le nombre de personnes qui sont infectées. D'accord? Et donc ces deux réservoirs communiquent, c'est-à-dire qu'il y a des susceptibles qui deviennent infectés, des infectés qui guérissent et qui redeviennent susceptibles. Et donc il y a une constante sur cette modélisation, c'est que la population totale, grand N, elle est constante et elle est égale à la somme des susceptibles plus les infectés. D'accord? Et alors, au cours du temps, on a un certain nombre, une certaine fraction de ces susceptibles qui peuvent devenir infectés, et une certaine fraction d'infectés qui guérissent et qui redeviennent susceptibles. Donc je précise que dans cet exercice, on ne considère pas d'immunité acquise ou de mortalité ni de natalité, puisque on s'imagine que ces échanges se font sur des temps qui sont courts par rapport à l'augmentation, aux effets démographiques qui sont l'augmentation, la diminution de la population. Donc, comment est-ce que on va tenir compte d'un passage du réservoir de susceptibles vers le réservoir d'infectés? Eh bien, en fait, on va dire que pendant une durée d'été, donc pendant une durée infinitésimale, donc d'été, eh bien, en fait, le nombre de personnes qui sont infectées, bah forcément, il va être proportionnel au temps d'été qui est considéré, puisque plus on va attendre longtemps, plus forcément le nombre de personnes infectées doit être grand. Mais il doit aussi dépendre du nombre d'infectés à cet instant-là, donc il dépend forcément de la population infectée, puisqu'on a envie que plus il y a d'infectés, plus ça augmente la proportion à être infecté. Mais ça doit aussi dépendre forcément euh, du nombre de personnes susceptibles, puisque en fait, plus il y a de susceptibles, plus il y a un grand réservoir de personnes susceptibles, plus ça augmente la quantité de personnes qui peuvent être infectées. Et à contrario, plus le réservoir est petit, moins on devrait infecter de personnes. Et en fait, ça dépend réellement, en réalité, ça dépend pas juste du nombre total de personnes susceptibles, mais ça dépend de la fraction de personnes susceptibles sur la population totale. Donc plus la fraction de personnes susceptibles est grande, plus ce nombre va être élevé. Et donc voilà, et puis il doit y avoir un coefficient de proportionnalité qui estime en gros la probabilité d'infection, et qu'on va appeler bêta. Alors par contre, sur le nombre de personnes qui deviennent qui perdent la maladie, donc les infectés qui redeviennent susceptibles, qui redeviennent sains, ça c'est juste proportionnel au nombre d'infectés avec un taux de guérison.
Et donc ce taux de guérison, eh ben, il est tout simplement proportionnel au nombre d'infectés. Bien sûr, il ne dépend pas du nombre de personnes susceptibles. Ça n'agit pas sur la guérison des individus qui font partir du réservoir I. Mais par contre, c'est effectivement proportionnel au temps d'été. D'accord? Donc ici bêta c'est un taux d'infection et gamma c'est un taux de guérison. Donc ça veut dire que si on considère un instant donc à un instant t plus dt, l'augmentation du nombre d'infectés, donc I de t plus dt, en fait c'est même pas l'augmentation, c'est le nombre d'infectés à l'instant t plus dt, bah, il est égal au nombre d'infectés à l'instant t, donc ça c'était le nombre d'infectés qu'il y avait déjà à l'instant t, plus pendant dt on a rajouté bêta fois s sur grand N fois grand I dt infecté. Donc plus bêta s sur grand N I dt. Et par contre on en a enlevé gamma I fois dt. Donc c'est moins gamma I fois dt. Donc la différence entre l'instant t et t plus dt, donc si je passe le I de t de l'autre côté de l'égalité, ici, on va avoir I de t plus dt moins I de t, qui est égal à bêta s sur n grand I dt, moins gamma I dt. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est tout simplement l'élément infinitésimal de variation de nombre d'infectés, DI. Voilà, et si je divise tout ça par dt, bah je vais me retrouver avec di sur dt qui est égal à bêta s sur grand N fois I moins gamma fois I. Donc là, j'ai une équation différentielle qui est exprimée avec la fonction du nombre d'infectés, qui est une fonction du temps, et la fonction S du nombre de susceptibles. Voilà. Alors souvenez-vous, on a dit que, tout de même, on a dit que la population totale était constante. D'accord? Donc ça veut dire que si la population totale est constante au cours du temps, on oublie la natalité et la mortalité, ça veut dire que si je dérive ça au cours du temps, eh ben, ça doit être égal à 0, puisque ça, n est une constante. Donc la dérivée de cette expression est nulle, ce qui veut dire que ds sur dt plus di sur dt est égal à 0, et donc on en déduit immédiatement que la dérivée de s par rapport au temps est tout simplement moins la dérivée de i par rapport au temps. Bah évidemment, puisque toutes les personnes qui quittent le réservoir d'infectés vont se retrouver dans le réservoir de susceptibles. Donc c'est ça que ça exprime, cette équation de conservation. Donc en fait j'ai une équation différentielle sur S qui est tout simplement l'inverse de ça. Donc c'est moins bêta S sur grand N I plus gamma fois I. Donc ce qu'on appelle des équations différentielles couplées. Alors ceci dit, je peux exprimer... alors déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier un petit peu cette expression pour ne pas avoir à se traîner grand N. Et au lieu de considérer les fonctions I et grand S, en fait, on va considérer les fonctions petit i, qui est la fraction d'infectés sur la population totale. Donc je vais considérer grand I sur N, et la fonction de susceptibles, qui est la population totale de susceptibles divisée par grand N. Voilà, ce qui fait que ces équations-là, elles vont se transformer en di d petit I sur dt est égal à bêta petit s fois I moins gamma fois I, et petit ds sur dt est égal à moins
bêta SI plus gamma petit i. Donc là c'est un petit s et un petit i. Voilà, et bien sûr l'équation de conservation, celle qui disait que S plus grand I est égal à grand N, ben, elle devient tout simplement, quand je divise tout ça par N, elle devient petit s plus petit i est égal à 1. Et ça me permet de dire, donc ça c'est la portion de susceptible plus la portion de la population totale d'infectés qui est égale à 1. Hein, d'accord, ça veut dire que le pourcentage de susceptibles plus le pourcentage d'infectés doit être égal à 100% à la fin. Donc ça me permet de dire que I est tout simplement égal à 1 moins S, mon petit s. Et donc quand je remplace ça dans l'équation différentielle du haut, c'est-à-dire que j'utilise cette relation-là dans cette équation différentielle, j'arrive à l'équation différentielle que DI divisé par DT est égal à bêta. Je remplace S par... Alors en fait, ici j'ai exprimé I en fonction de S, mais en fait j'aurais dû exprimer S en fonction de I, c'est S égale 1 moins I. Donc je remplace S par son expression, c'est égal à 1 moins I. Donc ça me fait bêta facteur de 1 moins I fois I moins gamma I. Et quand je développe, ça me donne bêta moins gamma fois I. Donc je rassemble les I. Et il me reste un moins bêta I fois I, c'est-à-dire moins bêta I carré. Voilà. Donc ça c'est une équation différentielle qu'on appelle une équation différentielle non linéaire. C'est pas une équation différentielle classique du premier ordre, dont on connaît facilement les solutions. Ceci dit, donc pour la plupart des équations différentielles non linéaires n'ont pas de solution analytique, mais celle-là, elle en a une. Parce que on peut faire un petit tour en utilisant un changement de variable qui va nous permettre de résoudre cette équation différentielle. Donc pour faire ça, on va considérer la fonction f qui est égale à 1 sur i. D'accord ? Donc bien sûr c'est une fonction du temps aussi. Donc j'ai besoin d'exprimer la dérivée de f, de i. Donc en fait j'ai besoin de calculer la différentielle de i ici et d'exprimer l'exprimer en fonction de la différentielle de f. Donc puisque f est égal à 1 sur i, ça veut dire que df est égal à moins di divisé par i carré. Voilà. Et donc quand je remplace ça dans l'expression du haut, et ben j'obtiens, donc à partir de l'équation différentielle, donc di sur dt, ça va devenir moins i carré moins i carré df sur dt est égal à bêta moins gamma fois i moins bêta fois i carré. Donc je divise tout par moins 1 sur i carré et j'obtiens df sur dt est égal à bêta moins gamma divisé par i. En fait moins ça. Moins bêta moins gamma divisé par i. Plus bêta, tout simplement. Alors 1 sur i, bah, c'était le changement de variable qu'on a fait ici, ça nous dit que c'est f. Donc en fait, j'arrive à df sur dt est égal à, donc moins bêta moins gamma, c'est égal à gamma moins bêta. Donc c'est égal à gamma moins bêta fois f plus bêta. Et là, on arrive à une équation différentielle du premier ordre canonique qu'on sait résoudre. Puisqu'il suffit de poser f comme le produit de deux fonctions, donc g fois h par exemple, et on sait qu'en dérivant f, donc si on dérive f par rapport au temps, on sait que ça va être égal à la dérivée de g par rapport au temps fois h plus g fois la dérivée de h par rapport au temps. Et donc on voit bien que c'est la somme de deux termes, et je peux identifier avec la somme des deux termes qui sont dans l'équation différentielle du haut.
Donc ça me permet de dire, si je dis que la partie rouge là, elle est égale à ça, par exemple, et que la partie bleue ici va être égale à ça, je vais pouvoir résoudre. Alors on va commencer par la partie rouge parce que elle est très simple. Donc on a dg sur dt fois h qui est égal à gamma moins bêta fois f. F c'est égal à g fois h. Donc les h vont se simplifier. Et ça va me dire, ça va me donner, alors j'ai oublié le gamma fois bêta ici, j'ai pas le droit de le faire disparaître, gamma moins bêta. Et donc ça me dit quoi? Ça me dit que dg sur dt est égal à gamma moins bêta fois g. Donc j'ai dg sur dt égale gamma moins bêta fois g, et on connaît, on sait parfaitement intégrer ça. On peut séparer les variables, on peut mettre le petit g en dessous du dg et le dt de l'autre côté. Ça nous donne dg est égal à gamma moins bêta fois g dt. Et ça, on va pouvoir l'intégrer entre l'instant initial, entre un instant initial, donc on va dire, on prend comme instant initial l'origine des temps, et donc ça va être entre g de t égale 0 et g de t quelconque. Et alors là je me suis trompé parce que je voulais séparer les variables, donc c'est dg sur g ici, et le g qui est là disparaît, donc je l'efface. Et j'ai plus qu'à intégrer ici entre t égale 0 et un t quelconque. Alors le dt en fait, je ne devrais pas utiliser le même t que le t qui est dans l'intégrale ici, donc je vais l'appeler t'. Et donc le dg sur g, quand je l'intègre, bah, ça me donne log de g. C'est log de g de t entre g de 0, pardon, pas log de g de t, log de g tout court. Entre g de t et g de 0, qui est égal à gamma moins bêta, fois la somme de dt entre t et 0, ça fait tout simplement t. Donc ça me donne comme solution log de g de t sur g de 0 est égal à gamma moins bêta fois t. Et quand j'applique l'exponentielle à cette expression, j'obtiens que g de t est égal à g de 0 exponentielle de gamma moins bêta fois t. Voilà, donc j'ai l'expression de g de t, donc ça c'était la partie en rouge. Maintenant je vais pouvoir résoudre la partie en bleu. Donc la partie en bleu, elle me dit que j'ai g fois dh sur dt qui est égal à bêta. Alors maintenant qu'on a une expression pour g, on peut la remplacer. On sait que g c'est égal à g de 0 exponentielle gamma moins bêta fois t, dh sur dt qui est égal à bêta. Et donc l'équation différentielle nous dit dh sur dt est égal à bêta divisé par g de 0 exponentielle de moins gamma moins bêta fois t, puisque j'ai passé l'exponentielle de l'autre côté. Alors je peux une fois de plus séparer les variables, je vais passer le dt de l'autre côté, et j'obtiens dh est égal à bêta sur g de 0 exponentielle de moins gamma moins bêta t, alors on va appeler ça t' aussi, fois dt', et du coup on va pouvoir intégrer entre l'instant initial h de 0 h de t, ici entre 0 et t. Donc ça va nous dire quoi? Bah, c'est l'intégrale de dh, c'est h exprimé évalué entre h de t et h de 0, donc c'est-à-dire c'est h de t moins h de 0,
qui est égal à bêta sur g de 0. Donc le terme tout intégré, donc on sait intégrer, exponentielle de moins gamma moins bêta fois t', ça c'est une fonction classique, c'est tout simplement exponentielle de moins gamma moins bêta t' divisé par gamma moins bêta évalué entre 0 et petit t. Donc le terme tout intégré est le suivant. Donc ça nous dit que h de t est tout simplement égal à h de 0 plus bêta sur g de 0, le gamma moins bêta, je peux le sortir, je peux le factoriser, gamma moins bêta, facteur de exponentielle de moins gamma moins bêta t' évalué en t, ça fait moins exponentielle de moins gamma moins bêta fois t, moins exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1, donc plus 1. Donc au final, ce qui me reste, c'est 1 moins exponentielle de moins gamma moins bêta fois t. Voilà. Donc la fonction f, c'était le produit de la fonction h par la fonction g. D'accord? Souvenez-vous, on avait posé f de t qui est égal à g de t fois h de t. Donc je dois faire le produit de la fonction rouge par la fonction bleue ici, et j'obtiens donc g de 0, h de 0, exponentielle de gamma moins bêta fois t, plus bêta sur... Alors, je multiplie le g de 0 par le g de 0 qui est au numérateur, donc ils vont se simplifier, et j'obtiens juste une multiplication par exponentielle de gamma moins bêta fois t, que je vais faire rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais avoir, il va me rester donc exponentielle de gamma moins bêta t fois 1, c'est-à-dire exponentielle de gamma moins bêta t. Et quand je vais le multiplier par celui-là, j'ai exponentielle de plus quelque chose fois exponentielle de moins quelque chose. Ça va me donner exponentielle de 0, et donc ça va me donner 1. Donc il me reste bêta sur gamma moins bêta, facteur de exponentielle gamma moins bêta t moins 1. Voilà, donc le g de 0, h de 0, ça c'est tout simplement f de 0. Hein. Quand t égale 0 ici, j'obtiens f de 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser ce terme-là. Je vais utiliser du vert ici. Je vais factoriser ce terme-là pour écrire mon équation sous une certaine forme. Donc ça va me donner f de 0 exponentielle de gamma moins bêta fois t, facteur de 1, donc 1, plus ce qu'il y a ici, mais il faut que je divise par f de 0, il faut que je factorise l'exponentielle de gamma moins bêta sur t, donc je vais me retrouver avec 1 plus bêta sur f de 0, facteur de gamma moins bêta, facteur de, au numérateur, exponentielle de gamma moins bêta sur t, je l'ai factorisé, donc en fait je me retrouve pas du tout avec une exponentielle ici, mais je me retrouve avec un 1, moins, j'ai factorisé exponentielle de gamma moins bêta, donc ici je me retrouve avec exponentielle de moins gamma moins bêta fois t. Voilà. Alors pourquoi je l'écris sous cette façon-là? Je l'écris de cette façon-là parce que quand, donc ça c'est ma fonction f de t, quand je vais prendre l'inverse, souvenez-vous que ce qui nous intéresse c'est la fraction d'infecté, c'est 1 sur f de t, c'est comme ça qu'on avait défini f de t, et bien c'est 1 sur tout ce qu'il y a ici, et donc je me retrouve avec 1 sur f de 0,
exponentielle de moins gamma moins bêta fois t fois 1 sur tout ce terme-là, c'est-à-dire 1 sur 1 plus bêta sur f de 0 fois 1 moins exponentielle de moins gamma moins bêta fois t divisé par gamma moins bêta. Ok, et 1 sur f0, bah c'est i de 0, hein, bien sûr, ce truc-là, là, c'est i de 0. Et j'en ai un ici aussi, là. Ça, c'est i de 0. Donc, en fait, mon expression canonique pour i de t, c'est tout simplement i de 0 exponentielle moins gamma moins bêta fois t sur 1 plus bêta i de 0 divisé par gamma moins bêta facteur de 1 moins exponentielle moins gamma moins bêta fois t. Donc voilà la solution pour la fraction de la population qui est infectée. Et donc ça c'est son évolution temporelle. D'accord ? Donc on peut se demander déjà, alors ce qui est clair c'est que quand t tend vers 0, donc quand on est à t égale 0, bah, l'exponentielle ici, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle va être égal à 0. Donc on va avoir exponentielle de 0 t égale à 1. 1 moins 1 c'est égal à 0, donc tout ce terme là disparaît. Ici je vais avoir un exponentielle de 0 donc qui va être égal à 1. Et j'ai bien quelque chose qui est égal à i de 0 quand t est égal à 0. Alors ce qui est moins clair c'est quand t tend vers plus l'infini. Alors pourquoi ? Parce que en fait c'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, c'est le signe de ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle. Et donc il va falloir distinguer deux cas. Le cas où gamma moins bêta est positif et le cas où gamma moins bêta est négatif. Et donc ça, c'est deux cas qui sont possibles. Donc le premier cas, on va dire, le cas où gamma moins bêta est positif. Donc ce cas-là, c'est le cas où en fait le taux de rémission, qui est gamma, il est supérieur au taux d'infection bêta. Autrement dit, les gens guérissent, enfin globalement la population guérit plus rapidement qu'elle ne s'infecte. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il ? Eh bien, ça veut dire que quand quand t tend vers plus l'infini, donc au temps long, eh bien, j'ai ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle qui va tendre vers 0. Ici, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle de moins l'infini ça tend vers 0. Ça tend vers 0 aussi, donc en fait au dénominateur j'ai quelque chose de constant, mais au numérateur j'ai quelque chose qui tend vers 0. Et donc 0 divisé par quelque chose de constant, bah, ça tend vers 0. Donc la limite du nombre d'infectés tend vers 0 à l'infini. Donc ça paraît logique quelque part, ça veut dire que si on se remet plus vite qu'on ne tombe malade, eh bien globalement le nombre de malades va tendre vers 0. Et dans ces cas-là, je vais avoir une évolution de la proportion d'infectés au cours du temps, quelle que soit sa valeur de départ, i de 0, qui va tout simplement décroître comme une exponentielle et tendre inexorablement vers 0. Alors que la population de personnes susceptibles, donc rappelez-vous, hein, la proportion de personnes susceptibles c'est 1 moins la proportion de personnes infectées, bah elle, à l'instant initial, elle va partir d'une valeur qui est 1 moins la proportion d'infectés à l'instant initial, donc c'est 1 moins i de 0, et elle va tendre vers 100% de la population remise. Et donc elle va adopter une trajectoire qui est
l'opposé de celle-là. Donc elle va croître comme ça. Alors, il y a le deuxième cas, donc le cas qui est moins sympa, c'est celui où gamma moins bêta est négatif. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'infection est supérieur au taux de rémission. Et donc dans ces cas-là, si on regarde l'équation, bah, la limite quand t tend vers plus l'infini de i de t, bah, cette fois j'ai un terme en exponentielle qui est en train d'exploser hein, au numérateur, et au dénominateur il est en train d'exploser aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, vu que cette exponentielle est en train d'exploser, on peut négliger le 1 qui est devant ici, c'est lui qui va l'emporter, et donc le terme qui est à droite de la somme ici au dénominateur, lui va également exploser, tout en ayant un signe moins devant, il va exploser et il va devenir complètement dominant devant le 1 qui est ici. Donc je me retrouve avec un i de 0 exponentielle de moins gamma moins bêta fois t au numérateur, et au dénominateur, bah, je me retrouve plus qu'avec ce terme là, et ici c'est à la place de 1 moins exponentielle, j'ai juste l'exponentielle, avec un moins devant. Donc je me retrouve avec moins bêta i de 0 sur gamma moins bêta exponentielle de moins gamma moins bêta fois t. Et là je peux simplifier les exponentielles, tac, tac, je peux simplifier le i0, i de 0. Le gamma moins bêta il repasse au numérateur puisque c'était une division au dénominateur. Et en plus vu qu'il y a un moins, il devient un bêta moins gamma. Donc je me retrouve avec bêta moins gamma divisé par bêta, c'est-à-dire 1 moins gamma divisé par bêta. Et ça, c'est ce qu'on appelle Alors, bien sûr, on ne peut pas dépasser la population totale. Hein, donc ça veut dire que de toute façon, on a dit que gamma était plus petit que bêta, donc gamma sur bêta peut pas être supérieur à 1, évidemment. Mais ça, cette limite, c'est ce qu'on appelle la limite endémique. D'accord? Donc ça veut dire que en temps normal, au bout d'un moment, une fois que la maladie s'est propagée, on atteint une valeur. Donc au départ, on a un nombre d'infectés qui est égal à i de 0. Alors au départ, quand on est à t tendant vers 0, bien sûr, alors ce terme-là au numérateur, il est égal à 0. Mais ici, on a quelque chose qui va croître exponentiellement. D'accord? Donc ce terme-là, il croît exponentiellement aussi, mais quand t est proche de 0, bah, en fait 1 moins l'exponentielle est proche de 0, donc on peut le négliger. Et au départ, la fonction, elle croît comme une exponentielle. Elle croît comme une exponentielle, mais elle va atteindre, au bout d'un moment, elle va atteindre cette valeur de 1 moins gamma sur bêta. Ça, c'est sa valeur limite. 1 moins gamma sur bêta. Le cas extrême, bien sûr, étant quand gamma est très petit devant bêta, eh bien, ce terme-là devient très petit et on a quasiment une population d'infectés qui est égale à 100%. Donc ça va croître comme une exponentielle au début, puis ça va s'infléchir pour atteindre une valeur limite qui est 1 moins gamma sur bêta. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite endémique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en moyenne, on a cette fraction de la population qui est infectée en permanence. Et donc bien sûr, la population du réservoir, la fraction de la population susceptible, elle a une trajectoire inverse, c'est-à-dire qu'elle part de une valeur S de 0 et elle décroît jusqu'à atteindre 1 moins ça, 1 moins ce terme, c'est-à-dire la valeur gamma divisé par bêta. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura été instructive. Je précise juste que en fait
Donc le raisonnement que je fais là, que je vais vous donner là tout de suite, n'est pas tout à fait rigoureux, mais dans une période de croissance épidémique, on, on commence par avoir une croissance exponentielle comme ça, et on a typiquement un gamma sur un gamma moins bêta qui est négatif. Puis rapidement, on essaye de prendre des mesures de façon à ce que ce gamma moins bêta se réduise le plus possible, voire devienne positif. Et donc, on passe d'une période de croissance à une période où ça va décroître. C'est souvent ça qu'on essaye de faire quand on est dans un cas d'épidémie, de propagation épidémique. Et donc, ça veut dire que le résultat global du nombre d'infectés, en fait, il ne va pas se stabiliser à une valeur constante, mais il va redécroître au cours du temps. Donc, c'est probablement ce genre de choses-là qui est en train de se produire, ou qui va se produire dans le cas de l'épidémie de Covid-19. Bien que mon raisonnement ici ne soit pas tout à fait rigoureux et qu'il faille considérer des modèles plus compliqués, en particulier, il faut tenir compte du fait que on a un réservoir de rémission, de personnes remises de la maladie, mais qui sont du coup immunisées et qui ne peuvent pas rattraper la maladie. Et après, pour aller encore plus loin, on peut tenir compte de la démographie, c'est-à-dire des décès, de la natalité, des décès dus à la maladie en particulier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté.